Mesdames et messieurs, troisième et dernière partie de Critique Info, la livraison de la semaine. Je compte déjà, c'est vrai, ce n'est pas de l'actualité, hein, ce n'est vraiment pas l'actualité, mais encore une fois, j'aimerais que l'on réfléchisse. Nous avons entendu le propos du PPRD, nous avons entendu les rimeurs et bien d'autres choses. J'ai entendu le professeur Némi Moulania qui dit que Kabila pouvait revenir président de la République. J'en ris parce que je sais qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je rappelle qu'ici qu'il ne me connaît pas, mais je crois que moi je le connais parce que c'est un acteur politique de mon pays et je suis journaliste, donc ma profession m'oblige de le connaître. Lui, il ne me connaît pas. C'est quelqu'un de très intelligent pour qui j'ai beaucoup de respect en tout cas. Mais je suis convaincu qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Je suis très convaincu qu'il ne croit pas. Au fond de lui, il le sait, que M. Kabila ne peut plus revenir en tant que président. Et moi, j'ai pris l'option de ne plus vraiment en parler parce que c'est tuer. En fait, c'est vouloir convaincre les gens que le blanc est blanc. C'est vouloir convaincre les gens que l'eau, c'est de l'eau. C'est vouloir convaincre les gens que le noir, c'est le noir. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais convaincre les gens sur des évidences. Donc, on va laisser tomber. Mais il y a une question. Notre pays connaît un problème essentiellement électoral. Laurent Gbagbo écrit un livre. Il dit, je crois que les francs CFA, si je ne me trompe pas, il dit, le problème que l'Afrique connaît, ce n'est pas un problème de faim. Ce n'est pas un problème de richesse. Ce n'est pas un problème de religion ou quoi que ce soit. Il dit le problème que l'Afrique connaît, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Vous savez, mesdames et messieurs, que ce soit dans la dictature ou dans la démocratie ou dans n'importe quel système politique, l'homme est un acteur majeur, soit du problème, soit des solutions. Mais l'homme est encore un acteur principal de la rétention du pouvoir, de la confiscation du pouvoir, de la pérennisation au pouvoir ou de l'alternance ou de l'instauration d'un état de droit. Ce sont les hommes qui créent des systèmes d'oppression ou de systèmes de paix dans une république. Ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui font le choix d'être dans une démocratie ou dans une dictature, dans un empire ou dans un royaume. Ce sont le choix des hommes. Mais le plus important, ce n'est pas d'appartenir à l'un de ces systèmes-là, mais c'est que l'homme se retrouve dans n'importe quel système cité ici. Vous pouvez vivre dans la dictature, mais vous vivez bien. Ça veut dire que vous êtes tranquille, vous avez les soins de santé, vous avez les routes, et vous avez bien d'autres choses. La preuve, Libye. La Libye était une dictature. Mais les étudiants libyens n'avaient pas de problème d'électricité, ils n'avaient pas de problème de promiscuité, ils n'avaient pas de problème de transport, ils n'avaient pas de problème de système éducatif, ils étaient bien, ils étaient payés, ils avaient la bourse, tout était bien. La dictature que l'on va peut-être raconter, c'est la dictature aussi de la Chine. Au début, la Chine est d'abord un État dictatorial. Mais c'était une dictature d'ordre, c'était une dictature de discipline, c'était une dictature qu'on appelle une dictature de développement. Parce que grâce à cette dictature-là, le pays s'est développé. Vous avez aussi des empires comme le Japon, vous avez des empires, il y en a beaucoup, vous avez aussi des royaumes comme la Belgique, comme l'Angleterre, bref, aucun système politique n'est mauvais. Mais il y a des systèmes politiques moins mauvais. Il y a des systèmes politiques qui ne sont peut-être pas les meilleurs que possible, mais ils sont moins mauvais. Parce que tous les systèmes politiques sont mauvais. Seulement, il y en a qui sont moins mauvais.
Et parmi les moins mauvais, on parle de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir qui revient au souverain primaire. C'est la communauté ou la société qui désigne ses dirigeants. Et nous avons plusieurs démocraties dans le monde, plusieurs formes de démocratie dans le monde. Nous avons des démocraties fermées, nous avons des démocraties ouvertes, nous avons des démocraties mixtes, nous avons des démocratures, on a des démocraties des façades, on a des démocraties et des démocraties, il y en a des sortes de sortes. La démocratie française n'est pas la même que la démocratie américaine. Tout le monde a son seuil. Mais ce sont les intellectuels d'un pays qui réfléchissent sur le seuil à accorder à leur démocratie. Et généralement, ça doit aller en concordance ou en harmonie avec la culture de ce pays-là. La France et les États-Unis sont deux cas patents qui prouvent que la démocratie ne s'exerce pas de la même manière. Il y a des limites aux États-Unis au sujet de la démocratie. Il y a des limites en France au sujet de la démocratie. L'Allemagne se reconnaît comme une démocratie aussi. L'Angleterre s'est définie comme une démocratie aussi. Mais la liberté, les libertés sont différentes. Où elles ont des limites, où elles ont un seuil. Mais partout où vous allez lire Diverger, je les cite parce qu'ils ont écrit sur la démocratie. Vous allez lire Diverger, vous allez lire Platon, vous allez lire Thomas Hobbes, vous allez lire Montesquieu, vous allez lire tous ces gens qui ont écrit sur la démocratie et tout ça, Pichelot, ils sont nombreux, qui ont écrit sur la démocratie. Ils sont d'accord avec la manière de désignation. Ça veut dire qui va gérer. Tous parlent des esprits éclairés. Tous parlent des illuminés. Tous parlent de ceux-là qui sont portés par un désir fort de gérer la cité. Il y en a qui les appellent les initiés, d'autres les appellent les consacrés, d'autres les appellent les appelés. Bref, vous pouvez tout dire, mais c'est des gens qui viennent qui viennent depuis leur naissance. Ils ont des aptitudes et des dispositions de tenir la chose publique parce qu'ils sont désintéressés. Ce ne sont pas des prisonniers de la chair. Ce ne sont pas des gens qui veulent s'enrichir dans la gestion. Mais c'est des gens qui veulent créer des cadres propices pour permettre l'émergence de tout le monde. C'est des gens qui mettent les idées en place pour que tout le monde se retrouve dans la chose publique, autrement appelée la res publica. Alors, de ce fait, nous parlons ici de l'élection. Dans tous les systèmes du monde, surtout les démocraties, les élections ne se passent pas de la même manière avec tout le monde. Non. Les États-Unis, par exemple, vous avez les élections, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Ces grands électeurs votent pour le président. Aussi, et aussi le peuple vote. Mais chez nous, au Congo, notre système ne reconnaît pas le système des grands électeurs seulement en ce qui concerne les sénateurs. Les sénateurs sont votés par ceux qu'on peut appeler en emprunt des grands électeurs. Mais ce n'est pas les mots qu'il faut. Ils sont, eux, votés par suffrage indirect. Ce n'est pas un suffrage universel direct. Donc, la question du suffrage, quoique dans des démocraties, il y a une démarcation, en fait. Il y a une démarcation. Dans certains pays comme la Chine, qui se reconnaît aussi, entre guillemets, une démocratie, en Chine, vous trouvez le président qui est élu pas par le peuple chinois, mais par les grands électeurs. Chez nous, au Congo, le président, comme c'est la première institution de la République, et que nous sommes dans une République, ça veut dire le peuple et le souverain, le peuple désigne son dirigeant directement un jour, à la même minute, à la même seconde. Nous allons tous voter le même jour. Et cette façon de voter le président au suffrage universel direct, c'est-à-dire c'est un suffrage, le suffrage veut dire le choix, qui est universel, ça veut dire tout le monde, et qui est direct, ça veut dire sans intermédiaire. Nous votons, c'est-à-dire nous allons, de façon collective, choisir. C'est ça que ça veut dire suffrage, ça veut dire le choix, universel. On est tous direct, ça veut dire sans intermédiaire. Je vote mon président directement. Je ne donne pas ma voix à quelqu'un qui va aller voter le président, comme c'est le cas en Chine. Non, moi je vais directement voter, exprimer ma volonté
ou mon indignation. Donc, de ce fait, les présidents sont élus chez nous de la même façon. Donc, vous allez trouver ça ailleurs différemment. Mais il y a un problème, mesdames et messieurs. Le problème, c'est lorsque le peuple n'est pas au courant de la manière dont on veut construire une démocratie. Lorsqu'on appelle le peuple à intégrer un mouvement démocratique, le problème est biaisé. Le peuple doit être acteur de la démocratie. Ça veut dire qu'il doit savoir que nous allons dans un processus démocratique. Ça veut dire que le peuple doit être au courant des élections. Si le peuple n'est pas au courant des enjeux électoraux, c'est le peuple qui, donc, le peuple est dupé. Le peuple a été arnaqué. Arnaqué, pardon. Si le peuple est arnaqué, c'est là le comble de tout. C'est comme le peuple congolais. Nous sommes en 2006. On raconte, j'étais encore jeune, on raconte aux gens, on dit non, tout ça, toute une élection, ça allait mis, Magambeko Simba, et tout. Oh, je vous garantis, on ne connaissait pas c'était quoi les élections. Et une bonne partie de la population ne connaissait pas c'était quoi les élections. Parce qu'on nous a rappelé qu'il y avait des élections qui s'étaient passées dans le temps. On ne savait même pas. Donc une bonne partie des gens n'étaient pas au courant des élections. On allait voter pour qui? Parce que dans un processus électoral, vous devez répondre à 5 questions majeures. Pour qui vous devez voter? Comment vous devez voter? Quand vous devez voter? Où vous devez voter? Et pourquoi vous devez voter? Si vous ne répondez pas à ces 5 questions, on peut ajouter 2 autres supplémentaires, mais c'est les questions cardinales. Les gens doivent savoir pourquoi ils vont aller voter. S'ils comprennent pourquoi ils vont aller voter, parce que là, c'est la grande question, je vote pour qui? Dans pour qui je vote, il y a la question de l'intégrité de cet homme qui doit correspondre à la taille de nos problèmes. Je suis, par exemple, de Minembwe. Bon, mon problème à Minembwe, c'est l'insécurité. Mon problème à Minembwe, c'est la cohabitation. Mon problème à Minembwe, c'est les gens qui viennent d'ailleurs veulent devenir chez nous. Vous voyez un peu? Tout ça, ce sont des problèmes qui se passent. Alors moi qui suis habitant de Minembwe, s'il faut voter pour quelqu'un, je voterai pour celui qui me propose la voie de sortie de mon problème. Et quand il me propose la voie de sortie, je dois identifier ce plan de sortie par rapport au réalisme. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire « je vais offrir la paix et je vote pour lui ». Non, la paix n'est pas un décret. La paix n'est pas une loi. La paix n'est pas un règlement. La paix est une construction. La paix est un ensemble des éléments. Alors, si je n'ai pas ça déjà, je ne vote pas pour la personne. Je suis quelqu'un qui vit en Gandajika. Mon problème, c'est l'enclavement. Mon problème, ce sont les routes. Mon problème, ce sont les industries, c'est la pauvreté. Donc, pour que je donne ma voix à quelqu'un, je donnerai ma voix à quelqu'un qui a un profil, c'est-à-dire qui a une idée, qui a un projet, qui a les aptitudes de régler mon problème. C'est-à-dire qui peut porter ma voix au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, quand je connais ces choses, je peux voter pour quelqu'un. Et si quelqu'un me dit, je veux construire des routes, je comprends tout de suite qu'il ne comprend pas ce qu'il va dire. Parce que ce n'est pas lui qui va construire la route, ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est être législateur, c'est de faire des lois, de contrôler l'exécutif. Bref, il faut savoir pour qui je vais voter. Mais chez nous, malheureusement, les gens sont allés voter des frères, des cousins, des sœurs. Voyez-vous, le vote est d'abord au Congo une question tribale. Le vote est d'abord au Congo une question d'appartenance familiale, d'appartenance clanique, d'appartenance religieuse. Donc, le vote est d'abord subjectif au Congo, avant d'être une question objective. Je vote pour telle personne parce que j'ai beaucoup plus d'acquaintance avec lui. Je me retrouve dans beaucoup de choses avec lui. C'est mon ami, c'est le frère de mon cousin, c'est le pasteur de notre église. Il est beau, il est bien habillé. Je vote pour lui, en fait. C'est quelqu'un de ma tribu, c'est quelqu'un de mon ethnie et tout ça. Et quand on vote, on a déjà derrière nous dans la tête une idée d'une sorte d'hégémonie pour piétiner, écraser les autres. Donc on ne connaît même pas pourquoi on va voter. C'était dans l'état dans lequel on s'était retrouvé en 2006.
où le député était venu même dire aux gens, bon, votez, on ne savait pas, non, école et tout. On sait tous qu'un député ne peut pas construire des écoles. Mais cependant, on a voté pour eux parce que le peuple ne connaissait pas. Maintenant, en 2006, la question de pour qui n'est pas voté, pour qui voter, on ne le savait toujours pas. Mais on commençait quand même à comprendre. Voter pour qui? Voter pour quoi? Parce que vous devez changer les dirigeants. Les dirigeants ont 5 ans pour vous montrer ils méritent votre confiance. Vous devez voter parce que vous devez changer votre manière de faire les choses. Vous devez alterner, vous devez continuer à envoyer les gens au niveau de l'hémicycle. Au regard de toutes ces questions qui ne sont pas des questions anodines, vous devez être en mesure de comprendre ces choses-là. Donc vous devez aller voter. Parce que c'est comme ça que ça fait respirer la démocratie. L'alternance fait respirer une démocratie. La démocratie ne peut pas se constiper. Elle se constipe quand il n'y a pas d'alternance. Comment voter? C'est suivre le processus de vote. Mais c'est là le problème maintenant. Le peuple ne sait pas comment il va voter. Et comment ça se passe? On nous amène une machine à voter. Nous sommes en 2018. En 2006, c'est la même chose aussi. En 2018, c'est pratiquement la même chose. Mais ça change un peu. Mais les changements ne sont pas très forts parce que les gens n'ont pas travaillé pour enseigner. Il n'y a pas eu un civisme électoral. Pourtant, il faut qu'il y ait, de la même manière qu'il y a un civisme des impôts, il y a aussi un civisme électoral. Et un civisme financier, il y a un civisme patriotique, il faut qu'il y ait aussi un civisme électoral. Enseigner aux gens c'est quoi les élections. Mais malheureusement au Congo, ça n'a pas été le cas. Donc on a des problèmes aujourd'hui simplement parce que nous n'avons pas réparé, étudié notre question électorale. On le laisse aux politiciens. Pourtant la question électorale est une question du peuple, c'est une question du souverain primaire, ça ne concerne nullement le politique. Le politique est là pour donner les orientations, mais c'est le peuple qui détermine les vrais enjeux. Nous, on a un premier problème. Dans notre constitution, on trouve l'élection là-bas. On dit qu'il faut qu'on vote dans l'élection. Dans la constitution. Pourtant, les élections ne doivent pas être tenues par une organisation. Les élections sont l'émanation d'un gouvernement. C'est le gouvernement qui organise les élections. On ne peut pas prétexter un conflit ou un mécontentement. Non. Quand on est républicain, quand on est patriote, on doit se faire. On doit arriver à faire confiance à l'État. Si nous n'arrivons pas à faire confiance à l'État, ça ne sert à rien qu'on vive alors. Pourquoi allons-nous accepter de vivre dans un pays auquel on ne croit pas? Nous devons croire aux institutions de la République. C'est vrai parce que c'est nous qui avons envoyé nos enfants là-bas. Malheureusement. Mais le système est tellement bidon et tellement mauvais que les gens ne peuvent pas croire. On est d'accord, acceptons, évoluons un peu. Mais maintenant, qui doit diriger la CENI? Mes frères, cette question est dangereuse. Je vois le peuple congolais être distrait, les politiciens distraits, tout le monde est distrait sur la question. Le PPRD a commencé à jeter déjà, à distiller un peu, préparer l'opinion. On vous parle de M. Adolphe Lumanou. Mais croyez-moi, ce n'est pas lui qui va être la CENI. C'est un ballon d'essai. On prépare maintenant les musulmans. On dit, oh, ça va être un musulman cette fois-ci. On raconte des choses. Oh non, ça va être une dame. Mais je suis convaincu qu'ils vont finalement envoyer une dame. Mais en réalité, mesdames et messieurs, ils vont envoyer une dame pour séduire les femmes. Hein. Comme les femmes, pour la plupart des cas, bon, elles vont envoyer une femme. On dit, non, les femmes, mais non, ça va être tout diriger la CENI. Non, ce n'est pas une question de genre au niveau de la CENI. La question de la CENI ne demande pas c'est pas une question de genre. Mais c'est une question d'attitude. C'est une question de disposition spirituelle, mentale, morale, intellectuelle. C'est une question d'intégrité. C'est une question de confiance, une question d'adhésion. Et nous ne devons pas commettre l'erreur que nous avions à commettre. En 2006, on vous propose M. Manoumalou. Tout le monde l'accepte, personne ne le connaît. On a caché les gens, non, c'est un pasteur et tout. On n'a pas besoin qu'il soit pasteur. On n'a pas besoin qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit archibishop ou tout ça. Ce n'est pas notre problème. Ici, nous parlons des hommes par rapport à leurs épreuves, par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai cité les noms des gens que je trouve être bien, que je trouve qu'ils peuvent gérer cette histoire sans beaucoup de problèmes. Je ne sais pas où j'ai écrit leur nom. Bon, je vais quand même me rattraper. C'est des gens que moi j'ai proposés, que j'estimais qui pouvaient nous aider. Voilà, je me retrouve.
L'opposition devrait aujourd'hui déjà avoir un appareil électoral prototype. Moi, je vous propose, Monsieur Malou Malou, quand il arrive, personne ne le connaît. On ne connaît pas son seuil d'intégrité. On ne connaît pas s'il est sérieux ou s'il n'est pas sérieux. On ne connaît pas. Monsieur, en 2011, Monsieur Ngoï Moulunda, on ne le connaît pas beaucoup. On ne sait pas ce qu'il fait. On dit qu'il est pasteur, mais on ne connaît pas beaucoup. On ne connaît pas beaucoup. On place même qui, vous savez, on place le professeur Jacques Njoli à la CENI. Vous le savez, ici, il faut que je répète, le professeur Njoli est un mentor pour moi dans le droit. C'est mon professeur, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour lui. Mais c'était très dangereux de placer un politicien dans son parti et dans la course. Est-ce que vous imaginez une seule seconde? Nous voulons aller aux élections, mais nous demandons à l'arbitre, s'il vous plaît. L'arbitre vient d'une équipe. Est-ce que vous comprenez ça? L'arbitre vient d'une équipe qui joue. Non mais je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas la logique. Pourquoi ne pas trouver des gens neutres qui n'ont jamais appartenu à des partis politiques qui vont composer la CENI? Pourquoi vous allez envoyer des politiciens là-bas? Mais ils peuvent faire des consensus, ils peuvent faire comment, je veux dire comment des ententes. Le MLC, le PPRD, l'UDPS peuvent s'entendre entre eux en disant bon, on a 500 sièges, on va diviser, on va partager. Vous allez prendre 12, nous prenons 20, vous prenez 40, on s'entend. Et puis finalement, on confisque l'appareil électoral. C'est ce qu'on veut, Mais il y a un danger. On ne place pas les politiciens qui sont concernés dans la course, dans l'appareil. C'était une erreur monumentale. Mais nous sommes quand même allés là-bas en disant oh non, ça va régler la confiance. Ça ne va pas régler la confiance, cette histoire de la CENI. Et maintenant, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas l'intention de changer ça. On n'a pas l'intention de remettre les élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, nous devons trouver des moyens pour trouver des solutions aux problèmes. Voici les personnes que je propose. Je le dis hier, je le dis encore aujourd'hui. Nous avons Monseigneur Mosengo. Monseigneur Mosengo, tout le monde sait. Tout le monde sait que M. Mosengo, c'est quelqu'un de très crédible. Je rappelle que je ne le connais pas. Disons, il ne me connaît pas. Moi, je le connais. Mais lui, il ne me connaît pas. Je ne sais pas est-ce qu'il suit même mes émissions. Je ne sais pas trop. Mais la République entière reconnaît à cet homme une sorte d'intégrité. On reconnaît que d'abord, en tant que prêtre, se supposait qu'il n'ait pas de femme. Donc, il n'a pas d'enfant. Je dis c'est supposé. Qui n'a pas d'enfant, donc il n'a pas besoin de laisser l'héritage à je ne sais pas moi qui. Il n'a pas de femme. Et puis, un autre élément important, c'est l'âge. Il y a certaines folies qu'il ne peut plus faire. Donc, il a une perception différente de la mienne. Et pour être évêque, chez les catholiques, ce n'est pas... Non, ce n'est pas une aventure. C'est que l'on passe par des tests, des tests, des tests et des tests. Donc, ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'argent, non. Mais c'est quelqu'un qui peut vous organiser une élection libre, démocratique, je vais même dire sérieuse. Parce qu'il fédère. D'abord, ça va être difficile de l'appeler pour le corrompre. Ça va être difficile de l'appeler pour le convaincre. Qui pouvait s'opposer à Etienne Tshisekedi dans sa grandeur? Mais Mosengo l'a fait plus d'une fois. Donc, il faut d'abord être quelqu'un de très libre en esprit et être quelqu'un de très indépendant pour prendre certaines positions. Et c'est difficile d'écouter M. Mosengo de dire c'est un homme, ce n'est pas un ange. Je ne vous dis pas ici que c'est un extraterrestre, non, c'est un homme, il est faillible. Mais là, ces failles sont à compter du bout de doigt. Pourquoi ne pas l'appeler, lui? Il n'y a pas que lui. Moi, je vous donne la composition du bureau de la CENI. Il y a des ingénieurs, c'est vrai. Mais si ces ingénieurs peuvent être pris ailleurs de cette formation, parce que moi, je demande qu'on arrive à dissoudre totalement la CENI et qu'aucune personne ne revienne là-bas. C'est-à-dire qu'on fasse vraiment tabou la rase au sens propre. Que l'on puisse récupérer que les fichiers et qu'on puisse le refaire après. Mais que tous les modèles électoraux soient totalement refaits. Parce que répartir sur des bonnes bases, on a 4 ans, c'est possible de le faire.
Il suffit juste de placer des bonnes personnes, ils vont vous chercher des bons citoyens, des bons travailleurs. Vous avez M. Mosengo, mais vous avez le pasteur Ekofo. Le pasteur Ekofo, tout le monde a connu ce qu'il a fait. Tout le monde connaît comment il est, comment il fonctionne, comment il vit. Il n'a peut-être pas les mêmes atouts que Monseigneur Mosengo du point de vue académique, mais c'est quelqu'un d'une probité morale que tout le monde peut comprendre. Vous savez, mes frères, tenir des propos devant ceux qui peuvent vous faire du mal, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce que M. Ekofo a dit, je veux dire, devant les kabylistes, dans leur grandeur, pendant qu'ils étaient encore au pouvoir, et il leur dit, si les Rwandais prennent nos terres, nos enfants iront le reprendre. Mais vous devez être assez courageux pour dire des choses comme ça. Vous devez être assez courageux. Quel risque a-t-il pris pour le faire? C'est pratiquement ce que nous faisons ici. C'est très dangereux les risques que nous prenons. Mais il faut quand même le faire. Il faut avoir du courage pour le faire. C'est pas comme si vous êtes aux États-Unis, vous faites une vidéo, racontez, non, c'est bien, c'est bien. Mais ici, à Kin, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en sortant d'ici, on peut te rattraper, quoi. Mais quand vous avez le courage de vous continuer, c'est quand même assez, c'est quelque chose à féliciter. Donc, vous avez M. Ekofo. Vous avez le professeur Ndayouel du CLC. Vous avez Maître Georges Kapiamba. Vous avez Maître Katende. J'aurais demandé que ce soit le professeur Mbata, mais il est déjà député. Bref, vous avez, et puis pas pour le prof Mbata, parce qu'il est proche à l'UDPS. On va dire pas prof Mbata. On dit Maître Katende. Il n'a pas un parti politique, vous le savez. Maître Georges Kapiamba, il n'a pas un parti politique. Monseigneur Ambongo n'a pas un parti politique. Vous avez le professeur Ndayouel, il n'a pas un parti politique. Vous avez M. Mosengo, il n'a pas un parti politique. M. Ekofo, il n'a pas un parti politique. Voici les prototypes des gens qui peuvent nous aider à faire mieux les choses. Et ça, c'est des gens que nous connaissons. En ce qui concerne la partie technique maintenant, mais nous pouvons trouver des ingénieurs, il y en a beaucoup. Est-ce que vous savez combien des ingénieurs en informatique le Congo a à l'extérieur? Combien d'ingénieurs en informatique le Congo a ici? Mais nous avons des cracks. Il suffit juste de monter une équipe électorale forte, indépendante, qui ne concerne ni Fachi, ni l'opposition, ni le FCC. Vous avez des élections les meilleures élections de l'histoire du Congo. J'ai oublié quelqu'un, le docteur Mukwege. Il n'a pas de parti politique. C'est des gens qui peuvent vous faire à eux 5 un caucus important. C'est-à-dire eux-mêmes vont définir la règle, eux-mêmes vont définir qui vont travailler avec eux, comment ça va se passer. Et dans moins d'une année, vous avez un appareil sur pied. Dans moins d'une année, avec ces gens, vous leur donnez la possibilité de faire, vous avez un modèle parfait des élections. Et vous avez les élections les meilleures ou les premières élections libres dans ce pays. Voilà là où l'opposition devrait finalement baser sa réflexion. Voilà là où l'opposition doit baser sa réflexion. Je rêve de cette équipe-là. Je rêve. Éliminons le politicien dans l'appareil électoral. Enlevons les politiciens dans l'appareil électoral. On a tenté 3 fois, ça n'a pas marché. Il y a eu des politiciens en 2006, il y a eu tricherie. Il y a eu des politiciens en 2011, il y a eu tricherie. Il y a eu des politiciens en 2018, il y a eu tricherie. On parle toujours de domination, c'est la même chose. S'il vous plaît, changeons de modèle. Quand un modèle a été essayé 3 fois, on le change. Essayons maintenant avec des hommes crédibles. Éliminons le politicien, que les politiciens et nous, que nous puissions tous attendre les résultats des élections. Ce sont que des propositions. Nous n'avons pas l'argent à donner à ce pays si ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, puisse Dieu bénir tout le monde. Portez-vous bien, pensez à la République. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.